Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette édition spéciale consacrée au décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui s'est éteinte hier après-midi dans son château de Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne, le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Charles est donc le nouveau roi d'Angleterre sous le nom de Charles III. Et pendant 1h30, on va revenir sur la vie d'Elisabeth II, son règne, son empreinte, sa relation avec la France et ses territoires qu'elle appréciait tant. La Tour Eiffel s'est d'ailleurs éteinte cette nuit pour lui rendre hommage. Et ce matin, la reine d'Angleterre est à la une de tous vos quotidiens régionaux. Nous ferons le tour de nos régions avec la presse régionale pendant cette émission. On sera en Bretagne, en Champagne, dans le centre de la France, dans le sud-ouest. Vous verrez que dans chaque région, la reine a marqué son empreinte. Et pour commencer cette émission, nous sommes avec deux sénateurs. Céline Boulay-Espéronnier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du groupe d'amitié France-Royaume-Uni ici au Sénat. Vous connaissez bien sûr très bien le Royaume-Uni. On va en parler avec vous. Et puis Olivier Cadic, vous êtes avec nous en duplex. Merci également d'être avec nous, sénateur des Français de l'étranger. Vous vivez à Londres. Vous nous direz ce que la reine représentait pour l'Angleterre et pour les Anglais, une Angleterre qui est évidemment plongée dans la tristesse ce matin. Avant de vous entendre, on va regarder ce portrait de la reine Elisabeth II. Il est signé Audrey Vuettaz et Gaspard Flamand. Il est 19h40 en France, quand de l'autre côté de la Manche, la BBC interrompt ses programmes. Le présentateur vêtu de noir prononce les mots que tous les Britanniques redoutent. Le palais de Buckingham vient d'annoncer la mort de Sa Majesté, la reine Elisabeth II. La reine s'est éteinte dans l'après-midi à l'âge de 96 ans, dans son château privé de Balmoral en Écosse, entourée de sa famille proche, dont ses 4 enfants. Celui qui est encore à ce moment-là le prince Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward. Les médecins de la reine avaient alerté sur son état de santé préoccupant. C'est par un tweet que la famille royale annonce officiellement son décès. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Elle aura régné un peu plus de 70 ans sur le Royaume-Uni, un record de longévité pour un monarque britannique. En juin dernier, elle célébrait d'ailleurs son jubilé de platine, l'une des dernières apparitions publiques, entourée de la famille royale et de tous ses sujets. Une vie au service de la monarchie. En 1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI, la princesse Elisabeth devient la reine Elisabeth II, sous les yeux des caméras, à tout juste 25 ans. Elle aura vu défiler pas moins de 15 premiers ministres, de Winston Churchill au milieu du XXe siècle à Liz Truss, qu'elle a rencontrée mardi dernier. Elisabeth II incarnait pour beaucoup la stabilité inébranlable malgré les crises. 8 Britanniques sur 10 disaient apprécier son action, et ce, malgré des périodes plus sombres. Après la mort de la princesse Diana en 1997, la reine a attendu 5 jours pour s'exprimer publiquement, expliquant avoir voulu protéger ses petits-enfants, une attitude que la population lui a alors reprochée. L'histoire de la reine d'Angleterre est aussi intimement liée à celle de son mari, le prince Philippe, celui qu'elle considérait comme son roc et son soutien. Elle a accompagné et conseillé tout au long de leurs 70 ans de vie commune. La reine lui avait fait ses adieux en avril 2021. Après le décès de sa mère, le prince Charles a décrit un moment de grande tristesse. Il devient désormais le roi Charles III, chargé de régner sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Céline Boulay-Espéronnier, Elisabeth II, c'était une vie de reine. Quelle a été votre réaction hier en apprenant son décès? J'ai été triste. J'ai été triste. D'abord, j'ai de grands amis dans le peuple anglais. J'ai été en empathie avec eux. Je sais à quel point ils étaient attachés à leur reine. C'était le ciment du peuple britannique. Elle incarnait vraiment le Britannique. C'était la Grande-Bretagne. Et c'était ce symbole d'unité qui a traversé les époques avec cette longévité extraordinaire qui est presque anachronique aujourd'hui, où le monde est en proie à des divisions, à des stratégies de communication, à des changements. Elle incarnait cette stabilité avec toujours ce sérieux, cette humilité surtout, cette stabilité et ce sens du devoir qui dépasse les stratégies de communication et qui d'ailleurs touche toute la famille royale. Très souvent, on a parlé du fait qu'elle aurait pu se destituer au profit de Charles, qui attendait depuis des années de régner. Eh bien non, elle a assumé jusqu'au dernier moment son rôle de reine. Rappelez-vous son discours d'intronisation lorsqu'à 25 ans, elle devient jeune reine et qu'elle explique que sa vie soit longue, qu'elle soit courte, jusqu'à son dernier souffle, elle sera le monarque britannique qu'elle a été, et elle a tenu parole jusqu'au dernier moment. C'est en tout point admirable. Oui, on va revenir évidemment sur sa vie. Olivier Cadic, vous, quelle a été votre réaction? On rappelle que vous viviez au Royaume-Uni, dans le Kent. On imagine que ça a été une émotion particulière pour vous.
Évidemment, je vis au Royaume-Uni depuis 25 ans maintenant et que, comme tout le monde, j'ai été très attristé par cette nouvelle. La disparition de la reine Elisabeth II ne laisse personne indifférent, bien sûr. On savait qu'elle était très diminuée. Il y a 3 jours à peine, elle recevait la nouvelle première ministre, Liz Truss, à Balmoral. Il lui était impossible de revenir au palais de Buckingham, donc c'était quand même un signe important. L'annonce de son décès hier a malgré tout été une surprise, un vrai choc pour tout le monde. Le Royaume-Uni pleure sa reine, mais c'est aussi un voile de tristesse qui tombe sur le monde pour le entier. peuple britannique? Pardon? Qu'est-ce qu'elle représentait, Elisabeth II, pour le peuple britannique? Ben, vous savez, elle incarne la résilience des Britanniques face à l'adversité. C'était la dignité en toutes circonstances. Et je crois qu'elle conservera à jamais une place dans l'imaginaire collectif britannique. Ils ont une profonde affection pour leur souveraine. Et certains vivent ce départ comme un traumatisme, un deuil familial. On le ressent avec les échanges qu'on peut avoir avec certains. Et vraiment, je veux profiter de l'occasion pour adresser toute ma sympathie, toute ma solidarité au peuple britannique, car ils vivent, même si c'était attendu, ils vivent une vraie épreuve avec ce départ d'une personne qui va rester comme une légende. Est-ce que les Britanniques que vous connaissez bien, au-delà d'avoir perdu leur souveraine, ils ont le sentiment d'avoir perdu une mère, une grand-mère? C'est ça, vous savez, tous ont un rapport avec la reine. C'est un règne qui a duré 70 ans, donc vous imaginez, elle s'en va à l'âge de 96 ans. Donc pratiquement tous les Britanniques sont nés en connaissant la reine Elisabeth II, je crois Donc dans le cœur de chaque Britannique, la reine, c'est un rapport à la tradition. La couronne, c'est le signe de la continuité nationale, mais elle a aussi accompagné le changement, la modernité. Et d'ailleurs, la Première ministre, hier soir, Liz Truss, a rappelé dans son allocution que la reine était un roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été fondée. Puis je pense aussi aux propos du président de la République qui a rendu hommage à une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays, son siècle. Il a tout à fait raison. Mais il a rappelé aussi que la reine était également une amie de la France. Et ça, c'est peut-être un message qui devrait inspirer la nouvelle Première ministre. Oui, on va revenir évidemment sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais sur Elisabeth II, c'était un lien évidemment affectif entre elle et les Britanniques. Olivier Cadic disait Elisabeth II, c'est aussi le Royaume-Uni moderne. Est-ce que c'est aussi la place du Royaume-Uni dans le monde, Elisabeth II? Est-ce que si le Royaume-Uni en est là dans le monde, c'est grâce à elle? Elle est l'une des personnalités les plus connues. Mais de toute évidence, il y a une spécificité britannique. Et il suffisait de voir, moi j'ai été très touchée par l'aspect et l'annonce du journaliste de la BBC hier qui incarnait vraiment ce deuil. Et on sentait tout le deuil du peuple britannique à travers ce journaliste de la BBC. La BBC, vous savez, qui avait été omniprésente lors de son couronnement, et elle faisait rentrer d'une certaine manière avec son couronnement cette jeune femme, la Grande-Bretagne dans la modernité déjà. Rappelez-vous qu'elle s'est imposée dans un monde d'hommes, qu'elle a vécu la Première Guerre mondiale, qu'elle conduisait des camions, parce qu'elle était sous-lieutenant dans l'armée terrestre. Et qu'elle a voulu, avec son mari, que son couronnement soit télévisé. Une forme de modernité à l'époque. Une forme de modernité. Elle a fait rentrer son couronnement dans les foyers des Britanniques. Donc, non seulement elle incarne le peuple britannique, mais il y a ce lien fusionnel entre le peuple britannique et la reine, et bien évidemment ce rayonnement dans le monde. Et d'ailleurs, l'émotion aujourd'hui, elle est mondiale, et tous les chefs d'État, c'était un chef d'État, lui rendent hommage, et on sent cette émotion palpable qui n'a rien du tout d'anecdotique ou du ressort de la midinetterie. Bien au contraire, elle est vraiment très sérieuse, très ressentie, cette émotion. C'est elle qui a donné, Olivier Cadic, sa place particulière au Royaume-Uni dans le monde, de par sa personnalité. Non. Face au destin, elle a toujours été exemplaire. Elle a incarné les valeurs morales, la résilience de tout un peuple. Et très jeune, ma collègue Céline l'a rappelé, elle a eu une conscience aiguë de son rôle dès son premier discours. Et
En 1940, elle avait 14 ans seulement, elle a prononcé un discours à la BBC. C'était pour donner courage aux enfants devenus orphelins ou qui devaient être évacués pour fuir les bombardements à Londres. Et déjà, elle était parfaite, sincère. Et elle le disait, je suis avec vous. On parle de modernité par effectivement le fait que son mariage avait été télévisé, mais c'est juste que dans la manière d'annoncer son départ par un tweet, ça montre qu'elle elle a tout suivi, toute cette évolution. Elle incarne quelque chose de très profond. Elle incarne aussi, on le disait, hein, on va en parler, l'unité du Royaume-Uni. La reine d'Angleterre est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse, au moment où l'Écosse connaît des velléités d'indépendance. Est-ce qu'on peut voir une signification à ce décès en terre écossaise ? Non, je crois que non. Non, ça n'a pas de rapport. Là, je crois que la reine a quand même toujours incarné justement cette unité du royaume. Maintenant la Grande-Bretagne, l'Écosse fait partie de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Elle incarne cette unité. Maintenant, elle a vécu aussi ce démembrement. Quand on voit ce que représentait le Royaume-Uni quand elle est devenue reine et ce que c'est aujourd'hui, et effectivement avec ces menaces d'implosion dans le prolongement du Brexit, effectivement, mais elle a toujours su incarner quand même cette union. Donc là, aujourd'hui, je pense que la problématique est différente. C'est rendre hommage, tout le monde est dans l'émotion, rendre hommage à cette personnalité exceptionnelle qui nous aura tous marqués. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est concentré là-dessus. vous êtes d'accord, il ne faut pas y voir un signal politique dans ce décès en terre écossaise? Moi, je pense sincèrement qu'on y voit le signal qu'on a envie d'y voir. Et je pense que c'est très symptomatique qu'au moment même de sa mort, on se pose cette question-là. Il faut rappeler que l'Angleterre traverse une triple crise assez exceptionnelle. L'Angleterre est rentrée en récession. Il y a une crise économique, il y a une crise politique et de fait une crise sociale. Et ce symbole d'unité incarné par la reine va peut-être aller au-delà de son décès. C'est en tout cas ce qui est en train de se passer. Et on peut y voir le symbole qu'on souhaite. Et je trouve ça symptomatique et intéressant très personnellement. Donc ça veut dire que ça peut ressouder ce Royaume-Uni, peut-être atténuer ses velléités d'indépendance chez certains Écossais? En tout cas, par exemple, sur la famille royale, on voit qu'elle l'a réunie temporairement autour d'elle. On espère que ça va durer. On a quelques craintes là-dessus, mais le symbole de la famille royale étant le symbole de toute la nation, on peut espérer que, en tout cas, cela jouera sur la crise avec l'Écosse. Oui, évidemment. Effectivement, cette famille royale, elle finit son règne, Élisabeth II, avec une extraordinaire popularité. Pourtant, elle a connu évidemment 70 ans de règne, des hauts, des bas, aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel, hein, avec peut-être un symptôme en 1997, au moment de la mort de Lady Di, où là, la monarchie a quelque peu vacillé. La monarchie a pu montrer à un moment qu'elle avait pris des distances, peut-être bien involontaires, avec le peuple. Lady Diana était la princesse du peuple. On a vu toutes les réactions. Je pense que peut-être que la reine, à ce moment-là, n'avait pas mesuré, mais ça a duré 2-3 jours. Elle s'est rattrapée ensuite, en faisant un discours d'ailleurs assez émouvant. Et je me rappelle des commentaires à l'époque qui disaient qu'elle était dans son rôle et qu'elle n'était jamais vraiment sortie de sa réserve. Et 5 jours après, elle avait montré, en descendant dans la rue, d'ailleurs, il y avait des images très fortes où elle avait été à la rencontre du peuple, ce qui montrait qu'elle savait évoluer aussi et évoluer rapidement. Et quand 5 jours après, elle a fait ce discours, finalement, les Britanniques lui ont pardonné. Donc c'était en 70 ans de règne, il y a eu 1 ou 2 événements où les Britanniques ont pu lui en vouloir, mais ça a duré quelques jours. Voilà, en 70 ans de règne, alors que vous avez des hommes politiques aujourd'hui qui traversent crise sur crise. Et c'est ça qui est assez intéressant. Olivier Cadic, en 70 ans de règne, il n'y a jamais eu de rupture finalement entre Élisabeth II et son peuple? Encore une fois, ce qu'elle représente est tellement profond. Donc Céline a raison, une réaction incomprise au moment du décès accidentel de Lady Di a été très vite surmontée. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça aura été l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, il y a tout juste 10 ans. Et quand on parle de modernité, qui pouvait imaginer
de voir la reine partir avec James Bond, monter dans un hélicoptère et puis arriver dans le stade pour lancer les Jeux Olympiques. C'était toujours un clin d'œil fantastique. Elle savait se mettre vraiment tout le temps en proximité avec les Britanniques. C'est ce lien personnel. Faut imaginer, quand un Britannique allait à une garden party à Buckingham, moi j'en ai connu quelques-uns qui y allaient, c'était l'événement. Ils avaient ne serait-ce qu'un instant croisé le regard de la reine, eu un échange, je dirais, de quelques secondes. Ils revenaient de ça comme s'ils avaient vécu le grand moment de leur existence. Il faut vraiment rencontrer les Britanniques et partager ces moments-là, sentir leur émotion pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au plus profond de leur être. Ouais, Céline Boulay-Espéronnier, elle a su évoluer avec son temps, évoluer avec son peuple, évoluer aussi avec les nouveaux outils. On se souvient de cette vidéo assez drôle avec son petit-fils, le prince Harry, justement, où elle sortait un petit peu de sa réserve et c'était une reine qu'on ne voyait pas jusque-là. C'est aussi ça la force d'Élisabeth II, d'avoir su évoluer avec son peuple. Oui, su évoluer avec son peuple. Faire ce genre, on se souvient de la vidéo avec Paddington au moment du jubilé avec tout ce monde. Mais justement, ces petits événements qui ont pu avoir lieu parce qu'elle incarnait cette stabilité et ce sérieux. Et par conséquent, ces petits événements ont au contraire montré qu'elle pouvait être une reine moderne sans toutefois écorner son image. Et c'est ça qui a été intéressant. Et quand je disais que c'était la tradition perpétuelle au détriment des stratégies de communication de l'instant, elle savait quand même instiller ces petites stratégies de communication pour montrer qu'elle était bien incarnée, bien installée dans son siècle avec le peuple britannique. Et c'est ça qui a été et qui a montré une grande intelligence chez elle d'évolution. D'ailleurs, on disait que c'était une très grande travailleuse, beaucoup de culture, très intelligente. J'entendais ce matin que les services de renseignement britanniques lui ont rendu hommage, ce qu'ils ne font en général jamais. Ils disaient que tous les jours, elle lisait leurs rapports, elle s'informait vraiment constamment. Ce sont des choses que peut-être on ignore, puisque la Constitution fait qu'elle ne parlait jamais, mais elle avait une réelle influence sur ce qui se passait en Grande-Bretagne. Elle avait un rôle bien plus politique que ce que la Constitution lui donnait. Bien plus politique que ce que la Constitution lui donnait. Les chefs d'État, chef du gouvernement, je crois même. Mais c'est ça qu'il y a d'intéressant à voir, à décrypter. Je pense qu'il y aura beaucoup de littérature à partir d'aujourd'hui et on pourra analyser tout ça et vraiment, on n'a pas fini de le faire. Ouais, Élisabeth II, elle entretenait une relation particulière avec notre pays, avec la France. Les Français étaient d'ailleurs attachés à la reine ce matin. Elle est en une de tous nos quotidiens régionaux. On va faire le tour des rédactions locales, justement, dans cette édition spéciale. On commence en allant à Rennes, où on retrouve Yves-Marie Robin. Bonjour Yves-Marie, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Ouest France. Ouest France qui, bien évidemment, fait sa une sur la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Elle était The Queen. Oui, effectivement, très, très proche géographiquement de la Grande-Bretagne, l'Ouest devait être... dans cette édition spéciale de 4 pages, dans laquelle nous pouvons admirer d'ailleurs toutes les couleurs portées par la souveraine, du vert en une, du bleu et du rouge en page intérieure et en dernière page. Nous racontons évidemment les dernières heures d'Élisabeth II et l'ambiance si spéciale régnant à Londres, en lien avec notre correspondance sur place. Nous dressons aussi un long portrait de la souveraine en dernière page, et puis nous parlons de Charles III, 73 ans, le futur roi pour lequel le plus dur commence, à la tête d'un royaume en perte de vitesse. À l'international, comme au Royaume-Uni, Élisabeth II a joué un rôle de ciment fondamental pour la couronne. L'icône quittant la scène, ce ciment tiendra-t-il, s'interroge notre éditorialiste Laurent Marchand. C'est le défi qui attend son successeur, une épreuve de vérité pour l'unité du royaume, fragilisé par le Brexit et la légitimité même du pouvoir de l'institution monarchique. Depuis hier soir, vous l'avez dit, les hommages internationaux pleuvent sur Londres, en provenance notamment de France. Dans cette édition spéciale, nous racontons également comment Élisabeth II a su entretenir des relations d'amitié privilégiées avec l'Hexagone. Même Vincent Auriol et René Coty. La reine aimait la France, qui le lui rendait bien. Elle est souvent venue à Paris, mais aussi en Touraine, voir les châteaux de la Loire qu'elle admirait tant. Et puis, évidemment, en Normandie, sur les plages du débarquement, nous consacrons d'ailleurs un éclairage particulier à ces séjours normands. Elle y était chez elle. François Mitterrand était son chouchou, moins Valéry Giscard d'Estaing qu'elle jugeait trop snob. Pour Emmanuel Macron, la souveraine était le fil d'or reliant la France et l'Angleterre, la preuve de l'amitié indéfectible entre les deux nations. Le fil s'est aujourd'hui cassé, à Charles III maintenant de le retisser.
Oui, effectivement, et tout ça, c'est à lire dans Ouest France ce matin. 4 pages spéciales consacrées à la reine d'Angleterre, évidemment. Votre une qu'on revoit, Elisabeth II, elle était The Queen, c'est à la une de Ouest France. Merci beaucoup, Yves-Marie Robin, d'avoir été avec nous. Olivier Cadic, quelle était la relation entre la reine et la France? Je crois que l'histoire, moi j'étais pas né, mais l'histoire nous apprend que son premier voyage à l'étranger était pour la France. Elle parlait français, c'était la seule langue étrangère qu'elle parlait, si je ne me trompe pas. Je sais que beaucoup ont témoigné du fait qu'elle parlait remarquablement français. Elle est aussi celle qui aura inauguré le tunnel sous la Manche, puisque moi je bénéficie, sans le tunnel, je ne pourrais pas vivre de cette façon, aller et venir entre la France et le Royaume-Uni de la même manière. Donc c'est la marque, je crois que c'était un peu un clin d'œil, elle a réalisé quelque chose qui pouvait être, qui relevait du rêve, et puis finalement c'est elle qui a inauguré le tunnel sous la Manche. Je crois que vraiment c'était une amie de la France. Le président de la République l'a mis dans son message d'hommage. C'est tout à fait vrai, c'est ce que l'on ressentait. Et je me souviens, lorsqu'elle est venue la dernière fois à Paris en 2014, ces cris à Paris de Vive la Reine, quand elle était sur l'île Saint-Louis, ça m'a beaucoup marqué, que les Français puissent un pays vraiment républicain, puisse créer comme ça, avec autant d'enthousiasme, s'exclamer « Vive la Reine ». Oui, effectivement, les Français qui crient « Vive la Reine », est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, Céline Boulay-Espéronnier, de la part de Français qui ont coupé la tête de leur roi et qui adoraient la reine d'Angleterre? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle va bien au-delà des symboles. Elle incarne tellement encore plus qu'une royauté, qu'une famille royale qui a pu être décriée. D'ailleurs, on voit la dichotomie entre la reine et le reste de la famille royale qui, somme toute, a des défauts souvent très humains. On n'a pas rappelé une chose, mais son état de santé aurait beaucoup décliné depuis qu'elle a perdu son époux. Donc c'était une mère, une grand-mère, la mère du peuple, mais c'était aussi une épouse et elle incarnait cette stabilité de couple avec ce couple fusionnel. Son roc, disait-elle, voilà, son roc, elle était un roc, elle s'appuyait sur un roc et ce qui a fait aussi sa longévité. Et l'Angleterre, c'est souvent le pays qu'on adore détester, mais ce sont nos voisins, quelque part, ce sont un peu nos frères ennemis, et elle a toujours veillé à ce que finalement les relations soient fluidifiées entre la France et l'Angleterre. Elle prenait toujours la parole en français, elle avait un français excellent, et quand elle disait ses discours en français, elle montrait... elle incarnait l'amitié qu'elle voulait montrer avec la France. Et elle s'est rendue à plusieurs reprises en France, dont une fois en 2004 au Sénat. Et on va voir ça avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour merci Ariane. Vous allez m'accompagner tout au long de cette édition spéciale, évidemment. Et vous avez replongé pour nous dans les archives du Sénat. En 2004, la reine Elisabeth II se rend en France pour sa 4e visite d'État. Et elle est reçue au Sénat. Voilà, 4e visite d'État sur 5 au total qu'elle a réalisées dans le pays, effectivement. Et c'est un souvenir, on peut le dire, qui est resté dans l'esprit de nombreux journalistes de la chaîne. Un des grands événements de l'époque pour Public Sénat. La reine qui est arrivée en Rolls dans la cour d'honneur du Sénat, accueillie à l'époque par Christian Poncelet, qui était le président de la Chambre haute, et également Jean-Louis Debré à ses côtés, qui lui présidait l'Assemblée nationale. Elle venait commémorer en 2004 les 100 ans de l'entente cordiale, l'accord destiné à aplanir les différents coloniaux qu'il y avait entre la France et le Royaume-Uni. L'accord qui était donc signé en avril 1904. Elle a pu comme cela inspecter la garde républicaine avec, on voit le nombre de rangées de gardes, ce qui signifie que c'est vraiment un événement très important quand il y a autant de gardes dans la cour. Et voilà, elle est ensuite allée dans la salle des conférences du Sénat. Elle y a prononcé un discours devant les parlementaires, alors pas dans l'hémicycle, mais donc dans la salle de conférence, devant le parterre des parlementaires qui étaient réunis. Voilà, on la voit qui monte l'escalier d'honneur du Sénat. Et je vous propose d'écouter un extrait de son discours dans la salle des conférences. Cet anniversaire donne un sens particulier à ma visite d'État, la 4e que j'ai effectuée en France. Pour revenir en arrière, il est l'occasion de célébrer la clairvoyance
d'un accord qui allait jeter les bases d'une alliance décisive, qui aura permis à nos deux pays de traverser les turbulences du XXe siècle. Pour se tourner vers l'avenir, il nous donne à la fois l'occasion de remiser les tensions que nous avons connues récemment et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Voilà, vous voyez, le français impeccable, effectivement, vous le disiez, elle parlait très bien français. Elle avait appris le français avec sa nourrice, qui était d'origine belge dès la plus tendre enfance. Elle parle de tensions dans son discours. Les tensions en question, eh bien, c'est le nom à l'époque de la France à la guerre en Irak. Alors, plus inattendu devant ce parterre de députés et de sénateurs, elle a loué le rôle du Parlement. Écoutez un deuxième extrait. Notre attachement mutuel à la démocratie parlementaire est le socle de notre liberté et de nos valeurs communes. La liberté est le bien le plus précieux que nous ayons. Or, elle n'est jamais acquise. Les liens que nos deux parlements entretiennent de longue date n'ont ni l'épaisseur ni le périmètre que les deux parties souhaiteront leur donner. Les parlements continuent de jouer un rôle immense, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans l'édification de l'Europe de demain. Voilà, c'était en 2004. Il y aura eu encore une dernière visite d'État en 2014. Et on le sait, la France était au final le pays étranger où elle a réalisé le plus de visites. Merci Quentin, à tout de suite. Évidemment, vous revenez à mes côtés dans quelques instants. Est-ce que vous qui vice-présidez ce groupe d'amitié France-Royaume-Uni ici au Sénat, Céline Boulay-Espéronnier, le décès de la reine Elisabeth, ça peut changer quelque chose dans les relations entre la France et le Royaume-Uni? Alors juste pour revenir sur ce que je viens d'entendre, c'est un peu prémonitoire parce qu'elle rappelle le rôle essentiel du Parlement que nous allons vivre plus que jamais, faut-il le rappeler à notre président de la République, dans les prochaines semaines. Donc on voit... Vous conseillez Emmanuel Macron d'écouter ce discours? Absolument. On lui rediffusera. Est-ce que votre question portait sur... Est-ce que ce décès, ça peut changer quelque chose dans les relations entre la France et le Royaume-Uni? On le rappelait, c'est vrai que c'est le pays qu'elle a le plus visité. Elle parlait impeccablement français. Oui. Il y avait un vrai attachement de la reine à la France. Oui. Il y a un attachement aussi de Charles, qui est devenu Charles III à la France. Mais est-ce que ce décès peut changer quelque chose? Bien sûr, non, mais comme vous le dites, on va voir maintenant si Charles III, God Save the King, j'ai envie de dire, va poursuivre l'action de la reine. Mais il a eu tellement de temps pour se préparer à ses côtés. Je ne doute pas que, du point de vue de la diplomatie, en tout cas, il continue cette action et continue les bonnes relations qu'il a avec la France. Je crois qu'il aime beaucoup la France, lui aussi. Je ne sais pas s'il parle français, pas à ma connaissance, un petit peu, je crois, mais je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Il est francophile, oui. Charles aussi. Pour vous, vous n'avez pas d'inquiétude sur les relations? Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Évidemment, le Brexit complique tout. On a vu les difficultés autour de la pêche, autour des importations, autour d'un certain nombre de choses. Cela dit, la reine n'est plus. Il faut maintenant faire confiance à Charles III pour continuer cette action. Et je suis d'un naturel optimiste. C'est surtout au peuple britannique que je pense aujourd'hui, parce qu'avec la crise qu'il traverse, j'ai peur qu'il rentre dans une espèce d'inquiétude et cette disparition de la reine n'aidera pas. Voilà, donc on espère que le nouveau roi sera aussi solide que sa défunte mère, et c'est tout le bien que je souhaite au peuple britannique. Et j'aimerais me tourner vers l'avenir pour eux. Je les aime vraiment et je leur souhaite tout le meilleur. Et on va parler dans quelques secondes de l'avenir du peuple britannique. Mais un mot sur ces relations France-Royaume-Uni. Avec vous, Olivier Cadic, vous le disiez, Emmanuel Macron, bien évidemment, a réagi au décès de la reine Elisabeth. Il salue en elle une amie de la France. Est-ce qu'il faut y voir un écho à la déclaration de la nouvelle Première ministre, Liz Truss, qui, elle, a refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi? Juste avant de répondre, je voudrais revenir sur le passage de la reine au Sénat, des témoins m'ont livré une anecdote quand elle est arrivée devant l'escalier d'honneur. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle avait 78 ans. Et cet escalier d'honneur qui est quand même très raide, qui est très impressionnant, je crois que les gens qui accompagnaient la reine se sont rendus compte, je dirais que c'était quand même une épreuve qui lui était imposée, qui était finalement un peu inattendue, et elle l'a fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de naturel. C'est pour vous montrer justement cette capacité en toutes circonstances de se dépasser. Ça peut paraître anodin, mais c'est une anecdote qui m'était revenue, que ceux qui l'avaient vécu avait été vraiment marqué par sa façon de s'affronter. Maintenant, effectivement, je pense que le président de la République sait manier justement les messages
je dirais à plusieurs niveaux. En exprimant ça de cette manière, évidemment, beaucoup y ont lu un message à la Première ministre en espérant qu'elle serait inspirée par l'approche de la reine d'Angleterre, celle qui justement savait être au-dessus de tout, never explain, never complain, celle qui était capable justement d'affronter toutes les circonstances et d'être rassurante. Je pense qu'elle va beaucoup manquer peut-être à la Première ministre. Il est évident que les chefs d'État, enfin les chefs de gouvernement pouvaient se confier à la reine, avoir son sentiment en sachant que absolument rien ne transparaîtrait de leurs échanges. Je pense que c'est très important pour un Premier ministre, un chef de gouvernement, de pouvoir avoir ce regard, ce miroir, cet appui. Ça a été d'ailleurs remarquablement dit par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a expliqué sa relation avec la monarque, qui justement lui donnait des conseils et qu'elle allait lui manquer. Je crois que c'était important pour nous, effectivement, de pouvoir compter sur la reine pour faire passer ces messages au Premier ministre. Il y a eu aussi un symbole quand elle avait fait son discours au moment du Brexit, où elle avait fait son discours en portant une tenue qui avait les couleurs de l'Union européenne. Là encore une fois, never explain, mais elle savait aussi peut-être faire passer des messages subliminaux. Et dans ces tenues, vous faites bien de le dire, effectivement, ces tenues qui ont été beaucoup commentées, mais ces tenues, elles servaient aussi à faire passer ces messages politiques? Certains l'ont pris comme ça. Ceci étant, elle a toujours scrupuleusement respecté la règle de ne justement jamais interférer avec la politique nationale, de toujours rester au-dessus, d'être le ciment, le lien. Et je crois que ça a été, tout le monde le reconnaît, a été parfaite. Céline l'a rappelé, pendant 7 décennies, 70 ans. On a fêté ce jubilé, on était reçus, les parlementaires ont été reçus à l'ambassade du Royaume-Uni pour l'occasion. C'est un règne exceptionnel et pendant 70 ans, elle a su tenir cette ligne. Et Charles III, le prince Charles, désormais le roi Charles III, lui succède. Comment on succède à quelqu'un qui a régné pendant 70 ans et qui a marqué à ce point l'histoire? Le prince Charles a eu le temps, le roi maintenant, a eu le temps de se préparer au contact de sa maman et de se préparer à toutes les éventualités. Évidemment, il va y avoir une comparaison. Elle était tellement populaire, mais c'est son fils. Il y aura incontestablement une lune de miel. Il passe pour quelqu'un de très intelligent. Il saura donc s'adapter et assurer cette continuité. D'autant que Liz Truss, qui vient d'arriver, va avoir fort à faire. C'est la 3e femme Premier ministre de l'histoire de la Grande-Bretagne. Le monarque, qui était une femme, disparaît. C'est aussi un symbole. Le nouveau roi est donc un homme. Et Liz Truss, si elle déçoit les Britanniques dès le début, parce qu'elle est déjà controversée dès le début de son arrivée au pouvoir, ça va être très difficile pour elle, parce qu'il y aura inévitablement une forme de comparaison. Je le pense. Mais là, c'est une période d'incertitude. Ça fait avec le nouveau roi. Oui, et c'est une période d'incertitude qui s'ouvre parce qu'on l'a dit, beaucoup, Elisabeth II a incarné la stabilité. Là, dans la même semaine, les Britanniques ont une nouvelle première ministre et un nouveau roi. Oui. Est-ce que c'est une période d'incertitude qui s'ouvre au Royaume-Uni? C'est une période d'incertitude énorme, une triple crise, comme je vous le disais, avec une crise économique qui est majeure. Donc c'est une période d'incertitude énorme. Je pense que les Britanniques, même si c'était inévitable, n'avaient pas besoin de cette tristesse-là à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a un effet de sidération parce que, quelque part, ils avaient fini par penser que la reine était immortelle et ils espéraient, même s'ils savaient qu'elle avait des ennuis de santé, gagner quelques mois, ce qui aurait permis d'aplanir peut-être cette période de difficulté liée à la guerre en Ukraine, au contexte international. Et le fait est qu'elle disparaît au moment où la Grande-Bretagne est en proie à des difficultés majeures. Alors, il faut espérer que tout ça s'améliorera et souhaiter un bel avenir au peuple britannique. Mais en attendant, on est en empathie avec eux. J'allais dire presque au niveau mondial, à la place de la reine, qu'il l'a toujours été. Il faut peut-être les soutenir moralement.
Ouais, et Olivier Cadic, vous qui évidemment connaissez bien le Royaume-Uni, on le rappelle, ça fait 25 ans que vous y habitez. Est-ce que les Anglais accueillent favorablement Charles III ou est-ce qu'ils auraient préféré que ce soit William qui succède directement à Élisabeth II? On va regarder la cote de popularité. William était juste derrière sa grand-mère dans un dernier sondage qui date d'il y a quelques mois. Charles n'est que 7e dans la cote de popularité. Comment il va être accueilli, Charles III, par les Anglais? Je pense que sa cote de popularité va monter, puisque naturellement, il succède à la reine. Je pense que tout le monde l'attend comme roi. Il n'y a pas de surprise. Il remplaçait la reine dans beaucoup de cérémonies depuis quelque temps. Il tenait le rôle, puisque la reine ne pouvait plus participer je dirais, aux événements comme elle le faisait par le passé. C'est d'ailleurs le prince Charles qui était là avec Emmanuel Macron pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, vous savez, la problématique de l'instabilité au Royaume-Uni qui a démarré avec le référendum du Brexit, faut quand même être conscient qu'on a eu depuis 2016 4 premiers ministres au Royaume-Uni. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup quand on compare à 15 premiers ministres sur 70 ans. Donc vous voyez un peu la difficulté qu'ont les Britanniques. La première ministre aujourd'hui, Liz Truss, on n'imagine pas qu'elle va faire un long mandat comme première ministre non plus. Donc on sent que la vraie difficulté au Royaume-Uni aujourd'hui maintenant, c'est de retrouver une stabilité suite au référendum du Brexit, de retrouver un petit peu justement une cohérence aussi dans la direction et dans les objectifs. On voit qu'on est dans un niveau de crise très important avec des grèves à répétition. On sent que maintenant, on rentre dans un moment où ça va être très lourd. La crise Covid a atténué le fait que les conséquences du Brexit, maintenant, elles apparaissent de plus en plus aux Britanniques qui commencent à mesurer l'impact de la sortie de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, et le président de la République l'a très bien dit, en fait, le Royaume-Uni est forcément un allié de la France, de l'Union européenne. Ils vont traverser une crise, ils traversent une crise profonde. C'est pas pour autant qu'il faut se détourner, il va falloir continuer à leur tendre la main. Et si eux-mêmes ont des difficultés, il faudra être patient maintenant, même parfois pour deux. Et un mot de conclusion avec vous, Céline Boulay-Espéronnier, sur l'avenir. On a vu cette cote de popularité de Charles. Alors, Kate Middleton et le prince William, qui sont maintenant prince et princesse de Galles, sont 2 et 3 auprès des Britanniques dans la popularité. Camilla et le roi Charles III ne sont que 7 et 8. Ça va être le premier défi, ça, de Charles, de se faire aimer de son peuple? Ça va être le premier défi. De toute façon, comme je vous le disais, c'est la stabilité et le sens du devoir au détriment des stratégies de communication. Si, au vu des sondages, le prince Charles décidait d'écouter le peuple et de se destituer au profit de son fils, il mettrait à mal toute cette stratégie qui a fait le succès de la reine et la stabilité et le fait qu'elle ait incarné l'unité et le destin du peuple britannique. Il a donc intérêt, selon moi, à s'ancrer dans cette tradition. On dit de lui qu'il aime communiquer au détriment de ce que lui impose la Constitution et qu'il aime parler sur l'environnement, sur d'autres sujets. Ce qui lui est parfois reproché. Ce qui lui est reproché parce qu'il peut parler à tort et à travers. Et paradoxalement, l'un des succès de la reine d'Angleterre, ça a été de ne jamais parler en public. Vous savez qu'on reproche souvent trop aux politiques de s'exprimer. Il ne faudrait pas que le prince Charles soit trop dans la rupture par rapport à ce qu'a incarné sa mère, surtout, encore une fois, à un moment où le peuple britannique a besoin de stabilité et de réassurance. Merci beaucoup. Merci Céline Boulay-Espéronnier d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également Olivier Cadic d'avoir été avec nous à distance. Merci de nous avoir fait part de votre réaction, vous qui vivez au Royaume-Uni depuis 25 ans. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va poursuivre cette édition spéciale consacrée au décès d'Élisabeth II, une annonce qui a évidemment plongé le Royaume-Uni et le monde entier dans la tristesse. Samia Dechia. Hier après-midi, l'inquiétude monte autour de Buckingham Palace. L'état de santé de la reine est jugé inquiétant. Sa famille se rassemble à son chevet. Les Britanniques retiennent leur souffle et commencent à se réunir devant le palais. Puis à 19h40, la BBC annonce officiellement le décès d'Élisabeth II. Buckingham Palace
Buckingham Palace a annoncé la mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. D'après un communiqué du palais, la reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Royaume-Uni est sous le choc. Il vient de perdre celle qui a régné plus de 70 ans sur le pays, le symbole de son unité. À Londres, des milliers de personnes se rassemblent pour lui rendre hommage. Comme s'ils avaient du mal à croire la nouvelle, des Britanniques de tous âges se pressent pour lire l'avis officiel de son décès sur les grilles du palais. La plupart n'ont jamais connu d'autre chef d'État. Elle incarnait la stabilité du Royaume-Uni, qui tourne une longue page de son histoire. Elle était une femme si extraordinaire, une si grande partie de notre pays. Elle est tout ce que j'ai connu comme chef d'État, donc ça va être bizarre. Nous aurons évidemment un roi pour la première fois de ma vie, Charles et la reine consorte Camilla. J'ai l'impression qu'elle a mis la barre très haut. Elle a vu tous les événements majeurs que ce pays a traversés. Elle a été là, elle a travaillé jusqu'au dernier jour et c'est vraiment incroyable. Cela vous rend très fier d'être un compatriote de Grande-Bretagne. Un peu plus tard, Liz Truss, nommé Premier ministre par la reine quelques jours avant sa mort, lui rend à son tour un hommage solennel et salue son successeur, Charles III, fils d'Élisabeth II, nouveau monarque du pays. Aujourd'hui, la couronne passe, comme elle le fait depuis plus de 1000 ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. Avec la famille du roi, nous pleurons la perte de sa mère et tout en faisant notre deuil, nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le soutenir, pour l'aider à assumer l'incroyable responsabilité qu'il porte désormais pour nous tous. À Windsor, Londres, Balmoral, les grilles croulent sous les bouquets de fleurs. Les hommages se prolongent tard dans la soirée et pas seulement au Royaume-Uni. Minute de silence à l'ONU, illumination de l'Empire State Building et du Christ Rédempteur de Rio, extinction des lumières de la Tour Eiffel. La mémoire d'Élisabeth II est saluée par les dirigeants du monde entier et des citoyens de tous les continents. En France, les drapeaux resteront en berne ce vendredi et le jour des obsèques d'Élisabeth II. Et suite de cette édition spéciale, si vous nous rejoignez sur Public Sénat, édition spéciale consacrée bien évidemment au décès d'Élisabeth II, la reine d'Angleterre, qui s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse. Et on va continuer à en parler évidemment pour la seconde partie de cette émission. J'accueille Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, et Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson, merci d'être là. Journaliste à Sud-Ouest et la presse régionale qui justement, on va le voir, titre ce matin sur la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre qui s'affiche à la une de tous vos quotidiens régionaux. Et durant cette heure, on va poursuivre notre tour des rédactions de la presse régionale pour voir quelle relation la reine entretenait avec les régions françaises. On sera dans le Midi, dans le centre, en Champagne, avec, vous allez le voir, plusieurs récits sur la manière dont la reine a marqué nos territoires. On verra également ça, Quentin, avec vous dans notre revue de presse à la fin de l'émission. Et puis, Jefferson, vous nous raconterez la reine à Bordeaux, vous. C'était il y a quelques années. Oui, c'était il y a quelques années, effectivement. Vous nous en parlerez, évidemment. D'abord, une réaction à son décès. Frédéric, c'est évidemment une figure de l'histoire qui disparaît. Oui, et son couronnement, ça avait été un événement mondial, le premier événement retransmis en Mondiovision, si je ne me trompe pas. Et là, on voit cette vague d'émotions pour une personne si lointaine. Sa parole était très ritualisée, codée, si proche également pour les Français. Elle a été un véritable repère. Elle incarne l'histoire, hein. Ça a été dit... Elle a connu 15 premiers ministres anglais, 10 présidents français, 7 papes. C'est quelqu'un qui c'était une borne. Vincent Auriol. C'était Vincent Auriol, tout à fait, Vincent Auriol. Après, il y a eu René Coty. Elle a connu absolument tous les présidents. Elle a fait beaucoup de visites d'État en France. Et c'est vrai que sa longévité, son inscription dans l'histoire, dans le temps long, crée une sorte de contraste incroyable avec notre court-termisme, notre système politique. Alors, encore, la Cinquième République, c'est un système assez solide, mais où les choses peuvent aller extrêmement vite. Et c'est vrai qu'il y a une vague d'émotions. Il n'y a bien sûr pas eu de sondage, mais quand on voit le volume de tweets, de posts sur les réseaux sociaux, quand on voit une forme de tristesse qui s'est emparée de notre pays, je ne parle pas bien sûr de ce qui se passe en Grande-Bretagne, et même dans le monde, on voit très bien que c'est une géante du XXe siècle qui s'en va, et c'est surtout une page qui se tourne, et c'est quelqu'un qui a aussi extrêmement plu par sa capacité à être à distance. Et moi, j'ai en tête je l'avais lu bien sûr, son premier discours où elle parlait de servir.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Ouais, et elle est restée fidèle à sa promesse jusqu'au bout. Servir le Royaume-Uni, servir les Britanniques jusqu'à son dernier souffle. Complètement. 70 ans de règne, elle n'a pas abdiqué. Son fils va prendre le pouvoir à l'âge de 73 ans. Donc effectivement, il y a cette continuité dont parlait Frédéric. Il y a un mot aussi qui s'impose, c'est celui d'unité. Elle incarnait l'unité de la nation britannique et c'est ce qu'a souligné Emmanuel Macron dans son hommage. Et l'unité, c'est très important chez les politiques puisque au fond, c'est ce que tout le monde cherche à obtenir dans des moments de tension, y compris en France. C'est un mot aujourd'hui qui s'est imposé dans le vocabulaire politique. On cherche à avoir l'unité et on voit à travers ces hommages qui viennent de partout du monde entier pour saluer la mémoire d'Elisabeth II, ce mot revenir et qui s'impose. Et donc c'était aussi un des traits de caractère. Alors il y en a beaucoup, on a beaucoup parlé depuis hier soir, on pourrait en retenir deux. C'est à la fois le protocole, puisqu'il ne fallait pas montrer son émotion à la tenue, ce rang, on parle de dignité quand on parle de la reine Elisabeth II, et on pourrait aussi parler de rock'n'roll parce qu'elle a rencontré tous les grands dirigeants politiques de ce monde pendant 70 ans, mais elle a aussi rencontré tous les artistes. Il y a de nombreuses photos avec elle entre Marilyn Monroe, Lady Gaga, les Spice Girls, l'ours Paddington, et puis les JO de 2012 avec James Bond. Donc voilà, c'est à la fois ces deux facettes-là, mais toujours dans un rôle d'une dignité absolue, où elle devait incarner à la fois le Royaume-Uni et le Commonwealth, puisqu'elle était, selon l'expression, à la tête d'un royaume, était la souveraine d'un royaume sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc on a une figure totalement unique. Ouais, et c'est ça à la fois, Elisabeth II, c'était ça à la fois, c'était à la fois cette stabilité et en même temps cette modernité. Elle a évolué avec les Britanniques. Oui, et avec l'époque. Et je retiens ce que vient de dire Jefferson, ce côté iconique, ou aussi bien à l'aise avec tout le monde, en distance, en retenue vis-à-vis d'Elton John, de Mick Jagger. Il n'y a qu'à voir les réactions au-delà des chefs d'État, au-delà des politiques, de ces personnalités de la pop culture. Et puis, une véritable résilience. Alors, il n'y a quasiment jamais eu de sondage sur elle en France, mais elle a eu une fête popularité, je pense, au Zénith. Elle a résisté à tout. Elle a résisté à la fameuse Annus Horribilis, où il y a eu, voilà, entre le 1992. Voilà, le château de Windsor, pardon, qui a brûlé en flammes. Il y a eu bien sûr entre Charles et Diana. Le divorce. Il y a eu la mort de Diana, où elle a pris la parole sur les conseils de Tony Blair. Il y a eu une relation spéciale avec deux premiers ministres, Winston Churchill d'un côté, Tony Blair de l'autre, pas avec Margaret Thatcher, pourtant la première ministre femme britannique, mais cette résilience, cette capacité à ne jamais se plaindre, être toujours là. Et c'est vrai que ça a fini par une capacité à montrer une ironie sur soi incroyable. Et on se souvient de la dernière séquence avec l'ours Paddington et que j'ai revu hier soir. Et ça prend une véritable tout son sens et ça prend maintenant un tour extrêmement émotionnant. Oui, on va évidemment continuer à parler de la reine. C'était une chef d'État, hein, évidemment, et les chefs d'État, vous l'avez dit, Frédéric, dans le monde entier sont nombreux à réagir. On va y venir avec vous, Quentin, mais d'abord, on va commencer par la réaction d'Emmanuel Macron. Un long communiqué publié hier soir par un long communiqué, effectivement, publié vers 21h hier soir. On sait que le drapeau britannique a été placé sur le perron de l'Élysée pour l'occasion. Les drapeaux seront en berne aujourd'hui et également le jour des obsèques de la reine, a annoncé l'Élysée. Le communiqué qui parle de la reine Elisabeth II comme effectivement une personnalité hors norme. Elle se donna tout entière à son royaume. Elle avait en France un statut spécial, dit également ce communiqué, et dans le cœur des Français une place singulière. Tout un paragraphe sur la place effectivement de la reine pour les Français. Et enfin, ce dernier paragraphe que je voulais vous lire, très solennel, celle qui côtoya les géants du XXe siècle sur le chemin de l'histoire, s'en est allée les rejoindre. La République et le peuple français adressent à Sa Majesté le Roi, à la famille royale, au gouvernement de Sa Majesté et au peuple britannique le témoignage de son amitié séculaire et de sa tristesse. Merci Quentin. On va continuer évidemment à voir avec vous les autres réactions. Amis de la France, l'amitié entre la France et le Royaume-Uni, c'est ce qu'a mis hier en exergue Emmanuel Macron. C'était aussi ça, Elisabeth II, le symbole de ces relations France-Royaume-Uni. Bien sûr, vous avez eu, on l'a rappelé, il y a eu de nombreuses visites d'État de la reine Elisabeth II. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que elle ne dirigeait pas, elle n'avait pas de rôle politique. En revanche, c'était la femme la plus informée du Royaume-Uni.
Peut-être que dans les années qui viennent, on en saura un tout petit peu plus. Elle avait des notes quotidiennes. Ces entretiens hebdomadaires qu'elle avait avec son Premier ministre. Frédéric le rappelait tout à l'heure, elle a eu 15 Premiers ministres. Et il y avait ces entretiens hebdomadaires qui ne fuitaient pas dans la presse. Le off, là, pour le coup, n'était jamais révélé. On en saura peut-être un peu plus, ce sera intéressant. Mais il y avait quand même, on peut supposer qu'il y avait des moyens de faire passer des messages. Il y avait les autres membres de la famille royale aussi qui pouvaient intervenir et peut-être traduire ce que pensait la reine. Mais au fond, il y a un vrai secret autour de ça, malgré le fait qu'elle soit très, très informée. Donc, il y a ces deux aspects-là. Il y a peut-être un aspect qu'on connaît un peu moins. Laissons le temps faire son œuvre sur ce sujet-là. Mais c'était une chef d'État, effectivement. Oui, effectivement. Elle n'avait pas de rôle politique dans la Constitution, mais elle en avait peut-être dans les faits, Frédéric. Jefferson le rappelait, elle était très informée. Et les premiers ministres prenaient quand même conseil auprès d'elle, même si elle ne leur donnait pas d'ordre ni de consignes. Tout à fait. Vu cette longévité absolue, elle a accompagné nos vies à titre personnel et la vie politique britannique. Je pense aussi aux visites d'État en France, aux visites, par exemple, lorsqu'elle inaugure avec François Mitterrand le tunnel sous la Manche et elle acte sans problème que l'Angleterre n'est plus une île. Le splendide isolement, c'est absolument terminé. J'ai vu à plusieurs reprises les images de sa visite d'État en France, où elle vient au Sénat, dans un moment de tension inouïe entre la France et la Grande-Bretagne. C'était pourtant le 100e anniversaire de l'entente du traité d'entente cordiale de 1904. Tension très forte du fait de la non-intervention française en Irak, où il y a un bashing français très fort aux États-Unis, bien sûr, et également en Grande-Bretagne. Mais elle est là pour garantir cette unité, cette amitié. Et c'est vrai, alors je ne suis pas spécialiste, mais oui, le fait de s'entretenir toutes les semaines avec le Premier ministre a fait, à mon avis, qu'elle n'est pas restée, à mon avis, dans une posture passive. Alors, je sais pas. Bien sûr, personne ne saura les conseils qu'elle a donnés. Je ne pense pas même que Winston Churchill, dans ses mémoires, en ait parlé. Ça reste du secret absolu. Mais vu sa personnalité, vu son influence, vu aussi sa qualité de garante de l'unité britannique, elle n'est pas restée dans une posture uniquement passive. Oui, on va continuer évidemment à parler de tout ça, mais on va poursuivre le tour de nos régions, puisque je vous le disais, la presse régionale, évidemment, qui fait ses unes ce matin sur Elisabeth II. On va aller à Montpellier, où on retrouve Olivier Biscay. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur des rédactions du Midi Libre. Et évidemment, à la une du Midi Libre ce matin, Elisabeth II, reine du siècle. Oui, Elisabeth II, reine du siècle, 8 pages spéciales dans lesquelles on revient bien sûr sur la vie de la souveraine, son destin, ce qu'elle a laissé à son peuple et au monde, comme vos invités le décrivent sur ce plateau depuis ce matin, avec différentes séquences. On a essayé de donner la parole à tous ceux qui avaient pu la rencontrer, à toutes les personnes qui ont eu le privilège de la côtoyer. Je pense à Henri-Jean Servat qui, ce matin, signe un très beau papier, Elisabeth II, la reine éternelle, dans laquelle il raconte bien cette ascension, cette souveraine, cette mère aussi, cette grand-mère que l'on oublie parfois et qu'il décrit avec beaucoup d'élégance. Puis je pense aussi à l'interview de Stéphane Bern, spécialiste évidemment de la couronne, des couronnes et d'Elisabeth II, qui nous parle de cette stabilité qu'elle a installée au sein de son pays et contre vents et marées, tenant à la fois les racines, les fondamentaux et la monarchie. Donc ce sont ces témoignages qui permettent de mieux comprendre qui était Elisabeth II et ce qu'elle a laissé au monde. Elisabeth II, cette interview de Stéphane Bern est évidemment à lire dans Midi Libre, mais on le disait, Elisabeth II, elle avait un attachement à la France et des relations avec ses territoires. Et ce matin, dans le Midi Libre, il y a également une page que vous consacrez à la reine en Occitanie. Oui, la reine en Occitanie, elle est souvent venue en France, elle venait peu dans le sud de la France. Elle a eu cependant quelques déplacements. Le premier, c'est en 1972. Elle vient en Camargue avec son mari. Pourquoi? Pour les chevaux, tout simplement, parce qu'elle va rencontrer des éleveurs, des propriétaires. Puis elle sera à Avignon, où elle sera littéralement acclamée par la population. C'est en 1972. Elle reviendra ensuite en Occitanie, en Midi-Pyrénées. À l'époque, c'était en 2004, à Toulouse, où elle sera reçue par le maire de l'époque, Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé. À l'époque, elle rencontrera évidemment l'ensemble des élus, mais surtout, elle ira visiter Airbus et par ailleurs rencontrer la foule. Et là aussi, c'est intéressant parce que nos journalistes de l'époque racontent combien ce bain de foule a été extrêmement intense. Elle s'est prêtée à ce jeu parce qu'elle aimait ça. C'est ce que racontent aussi nos lecteurs, discuter avec les commerçants, un commerçant qui lui proposait par exemple du chocolat et elle raconte
J'adore le chocolat. Merci de cette attention. Elle était partie avec une croix occitane que lui avait offert un bijoutier. Donc une relation de proximité. Et c'est vraiment le mot qui revient dans nos 8 pages ce matin. L'accessibilité, la proximité, l'attention aux autres. Et ça se traduit dans ce reportage autour de l'Occitanie. On dit même qu'elle serait venue à Carcassonne, à la Cité, passer une nuit à l'hôtel de la Cité, mais nous n'avons pas plus de garantie. Donc ça restera un mystère royal jusqu'au bout. Merci Olivier, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. C'est aussi ça qu'on voulait montrer ce matin dans cette émission. C'est que la reine d'Angleterre, finalement, elle avait un lien avec toutes les régions françaises. Et il y a de nombreux récits ce matin dans la presse régionale. Et merci Olivier de nous avoir parlé de la reine en Occitanie. On revoit la une de Midi Libre, reine du siècle. C'est à la une de votre journal. Elle avait vraiment un lien effectivement particulier. Olivier le disait, c'est à la fois évidemment la monarque et tout le respect qu'on doit à cette monarque, mais en même temps, elle était très accessible. Oui, c'est vrai que c'est intéressant et je vais faire cette façon de parler de sa visite à Bordeaux faite tout à l'heure. Elle a rencontré tous les chefs d'État, elle s'est prêtée à des bains de foule. C'est vraiment cette articulation si proche, si lointaine. Tout le monde peut raconter un souvenir télévisuel en direct d'Élisabeth II, mais en même temps, pas de dialogue impromptu. Alors, bien sûr, pas le moins de selfies, pas le moins élément de la nouvelle relation entre les dirigeants au sens large et la population française ou la population anglaise. Mais c'est vrai que avec la France, il y avait ce lien particulier. Je pense qu'il est né de la guerre. Il est né de l'attitude de son père, Georges VI, pendant que la France était en fait occupée, le fait que le général de Gaulle soit parti à Londres, le fait qu'elle ait vécu cette guerre qui a fait contribuer à la mort prématurée, on le sait, de son père et de ce qu'elle a vécu, les bombardements. Ils n'ont pas quitté, la famille royale n'a pas quitté Londres, le Blitz. Donc c'est vrai que cette communauté de destin tragique entre la France et la Grande-Bretagne pendant le second conflit mondial ont créé un lien très fort, alors que historiquement et familialement, le lien de proximité, c'est entre l'Angleterre et l'Allemagne, compte tenu des familles royales. Et Jefferson, vous qui représentez ici le journal Sud-Ouest, on sait que le Sud-Ouest, c'est une terre qui est particulièrement appréciée des Britanniques. Oui, alors on peut revenir jusqu'à Aliénor d'Aquitaine. Vous avez tous révisé votre histoire, bien entendu, qui est à la fois reine de France puis reine d'Angleterre. Évidemment, ça crée des liens. Tout ça est resté dans la mémoire, vous le savez. Il y a aussi un aéroport à Bergerac, en Dordogne, ce qui fait avec des liaisons régulières vers l'Angleterre, ce qui fait qu'il y a une communauté, on le sait, en Dordogne très forte, une communauté britannique. Et puis, il y a aussi des liens avec Bordeaux, évidemment. Je ne vous refais pas toute l'histoire dont on vient de parler. Et la reine d'Angleterre était venue en 92. On raconte ça sur sudouest.fr parce que c'était une visite assez exceptionnelle. Parce qu'elle est arrivée à l'aéroport de Mérignac, elle a été accueillie par le maire de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Ils ont circulé dans les rues de Bordeaux en voiture décapotable. Il y a eu une soirée sur les bords de la Garonne où le Britannia, son yacht était amarré. Elle a dormi sur le Britannia et on raconte tout ça. Les journalistes de Sud-Ouest de l'époque avaient couvert, bien entendu, la visite royale où il avait fallu faire place nette dans la ville de Bordeaux, sortir les voitures. On raconte que la ville avait été nettoyée de fond en comble de ses papiers gras, y compris des prostituées qui avaient été aussi écartées. C'est ce qu'on raconte dans ce papier de l'époque. Voilà, donc ça a été un événement marquant. Il y avait aussi une garden party à la mairie de Bordeaux. Voilà, toutes les personnalités étaient venues. C'était un événement. Ça fait partie des anecdotes. Quand Olivier Bescaille parlait de la reine d'Angleterre en Occitanie, elle est aussi venue en Aquitaine et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais, et dans d'autres régions, on verra tout ça. On va retourner évidemment voir la presse régionale dans quelques instants. Mais d'abord, Quentin, puisqu'on a vu avec vous tout à l'heure la réaction d'Emmanuel Macron, évidemment, il y a eu d'autres réactions dans la classe politique française à ce décès d'Élisabeth II. Tout à fait, on a vu ce communiqué de Nicolas Sarkozy qu'il a publié sur Twitter. Il parle d'une femme et souveraine d'exception. La reine Élisabeth a consacré sa vie à son pays et au peuple britannique. Jamais Carla et moi n'oublierons l'accueil qu'avec le prince Philippe, elle nous avait réservé à Windsor lors de la visite d'État de 2008, écrit l'ancien président. Autre ancien président à réagir, François Hollande, qui dit adresser au peuple britannique
qui a perdu sa reine émet toute sa solidarité et son soutien. La France, elle, perd une grande et respectée amie, ajoute l'ancien président. Il dit aussi « Cet attachement, les Français le lui rendaient bien ». Je garde en mémoire l'accueil chaleureux qui lui avait été fait lors de sa venue en France en 2014. C'est la dernière visite d'État de la souveraine en France pour le 70e anniversaire du débarquement. Un de ceux que l'on réserve aux personnes entrées pour toujours dans le cœur des Françaises et des Français, écrit François Hollande. On continue avec Jean-Pierre Raffarin qui, lui, parle d'un profond respect, du souvenir d'une grande classe aristocratique, mais aussi d'une attention aux autres simple et sincère. Ça revient à ce que vous disiez, Frédéric, effectivement, entre cette distance que l'on doit à un monarque, mais effectivement cette proximité également qu'elle dégageait. Je voulais vous montrer également la réaction d'Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre française. J'adresse toutes mes condoléances à la famille royale et au peuple britannique. Elisabeth II fut le témoin d'un siècle d'espoir et d'épreuves. Elle a été et restera un modèle de courage et un repère pour plusieurs générations. Ce soir, les Français aussi sont en deuil. On finit avec 2 tweets de députés français. Marine Le Pen qui écrit « On la pensait immortelle. La reine Elisabeth II restera à jamais l'une des figures les plus emblématiques et les plus aimées de l'histoire de son pays et de notre continent. Au peuple britannique, mes plus affectueuses pensées. » Et enfin, je voulais vous montrer le tweet de Fabien Roussel, qui, bien que communiste, voilà, salue l'engagement de la reine lors de la Seconde Guerre mondiale et de Churchill au Brexit. Elle a tenu son rang, écrit-il. Par-delà les considérations politiques, on a vécu avec elle. On ne dira pas « Vive la reine », mais on éprouve une tristesse sincère. Oui, on voit ces réactions unanimes de la classe politique française, des communistes jusqu'au Rassemblement national. Qu'est-ce qu'il faut y voir dans cette unanimité ? C'est la force d'une monarchie installée, légitime, c'est l'affadissement, la disparition de tout clivage. Et même dans la vie politique anglaise, oui, des clivages qui étaient à une époque très forte entre conservateurs, travaillistes, s'estompaient lorsque le sujet était la reine. Même il y a eu peut-être le contre-exemple de la disparition de la princesse Diana, où il y a eu vraiment... en septembre 1997, où il y a eu vraiment, oui, peut-être dans le peuple britannique, une certaine déception sur la froideur supposée de la reine, qui a corrigé ça qui a très très vite sur les conseils de Tony Blair, où elle a pris la parole et avec une sorte de mise en scène très différente, c'est-à-dire pas de tenue extravagante, comment dire, colorée, mais en gros plan, vraiment, on voyait quasiment que sa tête, où elle a vraiment dit ce qu'elle pensait, tout de noir vêtu, ce qu'elle pensait de la princesse Diana. Mais c'est vrai que les réactions en France sont particulièrement intéressantes. Tout le monde qui l'a rencontré lors de visites a une anecdote. Et c'est vrai qu'on ne saurait pas identifier les différences entre le tweet de Marine Le Pen, ceux des anciens présidents de la République ou de membres du gouvernement. Ouais, ça peut surprendre, cette unanimité en France, aussi bien dans la classe politique que chez les Français, de la part d'un peuple qui a coupé la tête à son roi. Non, parce que voilà, cette longévité exceptionnelle et unique qui fait aujourd'hui, qui déclenche cette émotion, parce qu'elle a traversé toutes les époques et que tout le monde l'a dit. On a vécu avec elle, ou elle a vécu avec nous, on ne sait pas très bien, cette confusion. Et puis, au fond, c'est une monarchie quand même très particulière, parce qu'elle n'a pas de rôle politique. Donc, le fait politique, la vie politique est organisée en Angleterre, Frédéric le rappelait, entre les travaillistes et les conservateurs. Les joutes politiques sont extrêmement sévères et peuvent être particulièrement rudes. La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille en Angleterre. Ils ont une crise économique majeure en ce moment, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec cette nouvelle première ministre qui arrive. Donc l'unanimité qui se dégage là est liée à un destin unique, un destin qui a surmonté les crises. Et quand on parle aujourd'hui d'Elisabeth II, on en parle comme le ciment de la nation britannique. Et donc ce terme de ciment veut dire qu'elle fait le lien, comme le disait Frédéric, elle dépasse les clivages. Donc on n'est plus dans la politique, on est dans autre chose, quelque chose qui est en surplomb, qui est vraiment propre à la culture britannique, que l'on ne connaît pas en France, que l'on ne connaît plus, mais parce que c'est un système politique très particulier, avec cette figure tutélaire qui réunit au bout d'un moment l'ensemble de la classe britannique, en tout cas le peuple britannique. Et après, ce qui est assez marrant, c'est qu'on en parle aussi comme des sujets. Le peuple britannique est sujet de la reine. Nous ne sommes pas les sujets d'un quelconque parti politique aujourd'hui ou d'un quelconque président de la République. Les Français sont des citoyens, les Britanniques sont des sujets à l'égard de leur reine. C'est des nuances
influence importante, mais au fond, c'est une figure mondiale, comme on le disait tout à l'heure. Son couronnement avait été un événement mondial, son décès est un événement planétaire. Oui, et sur le plan politique, hein, vous le disiez, elle incarne cette figure tutélaire, évidemment, ce chef, cette référence pour la nation britannique, qui après connaît des alternances politiques entre travaillistes et conservateurs. Mais est-ce que quelque part, politiquement, elle ne préserve pas les Britanniques peut-être d'une forme de tentation populiste? Ah, sans doute. C'est d'ailleurs, j'ai réécouté son discours au Sénat. Elle parle de l'attachement commun et réciproque des Français et des Britanniques à la démocratie parlementaire. Il ne faut pas oublier, la Grande-Bretagne est une monarchie, c'est un système parlementaire. Nous sommes une république et un système présidentialo-parlementaire. Et c'est vrai qu'il y a eu des mouvements d'extrême droite en Angleterre, mais il n'y a pas eu cette tentation populiste, même des prises de pouvoir par des partis populistes, comme on l'a connu dans certains pays d'Europe, sans doute, oui, du fait de cette longévité, du fait de ce ciment, du fait de ce référent qu'a constitué la monarchie britannique en général. Hein, je faisais référence à la guerre. On peut faire référence aussi à l'abdication d'Édouard VIII. Elle n'était pas du tout sur la liste de succession au trône d'Élisabeth. Et la Grande-Bretagne a réussi à surmonter ces crises et cette longévité a, je dirais, enraciné, oui, ce système de démocratie parlementaire. Sur la question des populistes, ça n'a pas empêché le Brexit pour autant. Bien sûr. Et Liz Truss est une pro-Brexit vraiment complètement assumée, alors qu'elle vient plutôt de la gauche, elle a été centriste, etc. Elle a quand même évolué dans son parcours politique. Mais la présence de la reine, et en tout cas cette autorité morale et cette figure incontournable, n'a pas empêché la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, de se détacher de l'Europe, alors que dans son règne, elle a connu aussi l'arrimage à l'Europe. Donc elle a traversé toutes ces crises-là et elle a vu aussi ce glissement s'opérer dans la classe politique britannique. Oui, justement, sur la place du Royaume-Uni dans le monde. On va en parler. D'abord, on va voir les réactions à l'international, hein, évidemment, puisque de nombreux chefs d'État ont réagi, Quentin. Tout à fait. On va commencer par les pays du Commonwealth, puisque c'est logique qu'ils ont été les premiers à réagir. Je crois que le tout premier, on le voit, c'est Justin Trudeau. Je crois que c'est lui qui a eu la première réaction hier soir à l'international. Il a parlé du fait que dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous, a dit Justin Trudeau. Il a dit « C'était une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera énormément ». Deuxième réaction que je voulais vous montrer, toujours dans le Commonwealth, c'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Alors elle a posé, vous voyez, avec un portrait de la reine comme cela à ses côtés. Elle a dit « C'est un moment de profonde tristesse pour les plus jeunes comme les plus âgés. Il ne fait aucun doute qu'un chapitre se ferme aujourd'hui. Et avec cela, nous exprimons notre gratitude envers une femme incroyable que nous avons eu la chance d'appeler notre reine ». Troisième pays du Commonwealth que je voulais vous montrer, c'est la réaction du Premier ministre australien. Lui, il parle du fait qu'avec le décès de la reine Elisabeth II, c'est un règne historique et une longue vie consacrée aux devoirs et à la famille, à la foi et aux services qui ont pris fin. Et il dit c'est un jour de profonde tristesse et de chagrin pour la famille royale qui a perdu une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère adorée. Je voulais continuer avec d'autres réactions. Une très symbolique, très importante, c'est celle de Volodymyr Zelensky. Il a publié un communiqué. Voilà, il dit « Au nom du peuple ukrainien, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale, à l'Assemblée du Royaume-Uni, au Commonwealth pour cette perte irréparable. » Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Vladimir Poutine également a réagi. Lui, il a dit que pendant de nombreuses décennies, Elisabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale. On voit que c'est cet argument-là que lui retient. Les événements les plus importants de l'histoire récente du Royaume-Uni sont inextricablement liés au nom de Sa Majesté. Et enfin, je voulais terminer avec une dernière réaction parce qu'aux États-Unis, on a vu l'Empire State Building qui s'est illuminé pour l'occasion. Et donc, je voulais vous montrer la réaction de Joe et Jill Biden, président des États-Unis. Il a dit que nos sentiments, nos pensées vont à la famille et à la reine et au peuple du Royaume-Uni. Elle a été le premier monarque britannique avec lequel les hommes et les femmes du monde entier ont pu établir une relation personnelle et immédiate. Dernière phrase, elle a dirigé avec élégance, avec un sens inébranlable du devoir et à travers le pouvoir incomparable de l'exemple. Et on va revenir évidemment sur ces réactions, mais d'abord un nouveau détour par les rédactions locales. On va à Reims où on rejoint Géraldine Baird. Bonjour Géraldine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous avoir, rédactrice en chef de l'Union et de l'Ardennais. Évidemment, c'est Elisabeth II qui s'affiche à la une de vos journaux ce matin.
Oui, à la une de nos journaux, c'est la reine de cœur, Élisabeth II, qui a laissé hier le monde orphelin, quelque part. Donc c'était important pour nous, évidemment, de retracer son parcours extraordinaire, cette vie qui a rythmé le XXe siècle. Et puis, évidemment, au-delà de l'émotion, de la suite aussi qui s'annonce avec Charles III, c'était important de pouvoir rappeler que la reine a un lien de cœur aussi avec notre région, le Champagne, la Champagne, pardon, parce qu'elle, évidemment, a bu sûrement des milliers de coupes de champagne dans sa vie. Et donc, un lien très fort unissait la couronne et les maisons de champagne de notre région. Page que vous consacrez ce matin dans vos journaux, évidemment, à ce lien. Une reine qui cultivait l'amour des bulles, c'est le titre que vous avez choisi. Exactement. C'est une reine qui cultivait l'amour des bulles et les maisons de champagne le lui rendaient bien. Elles ont suivi évidemment toute sa vie, celle de sa famille également, puisqu'elles ont été partenaires de grands événements tels que les mariages de Charles et Diana, de Kate et William, de Harry et Meghan. Donc à chaque fois, il y a un peu de champagne à la table du royaume. Et c'est une fierté évidemment pour notre région et c'est une fierté pour toutes ces maisons de champagne et toutes les personnes qui y travaillent, de se dire que un peu du fruit de ce travail a traversé la Manche pour arriver sur les tables les plus prestigieuses et être servi dans les banquets qui ont vu défiler les grandes de ce monde. Un mot, parce que je lis dans vos pages, ce Rémois qui a cuisiné pour Élisabeth II. Racontez-nous. Exactement. Alors, c'était en 1977, Jean-Louis Le Lorrain qui a eu la lourde tâche, ou l'honneur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'élaborer le gala pour les 25 ans de règne de la reine Élisabeth. Et donc, elle avait régalé les convives. Il avait régalé les convives. Et c'est un souvenir, évidemment, qui avait marqué cet homme qui avait fait toutes ces gammes à Reims. Merci beaucoup Géraldine d'avoir été avec nous. On regarde vos unes. La une de l'Union, c'est la reine de cœur. La une de l'Ardennais, un destin extraordinaire évidemment. 5 pages spéciales consacrées à la reine Élisabeth II dans vos journaux ce matin. Merci beaucoup d'être venue nous en parler Géraldine. On revient à ce que disait Quentin sur la place du Royaume-Uni. On a vu ces réactions de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky d'ailleurs. Qui là, pour le coup, ont rendu tous les deux hommage à la reine d'Angleterre. Tous les événements qui dominaient en fait l'actualité, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, tout ça est pour l'instant mis à distance très fortement. C'est intéressant de voir la réaction de Vladimir Poutine. Elle est extrêmement politique. L'autorité, les sujets, le fait qu'elle est liée inextricablement à tous les événements qu'a connus la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de réaction, si je puis dire, émotionnelle. La réaction de Volodymyr Zelensky est plus, je dirais, institutionnelle et beaucoup moins politique, peut-être plus émotionnelle de ce point de vue-là. On a parlé du tweet de Joe Biden. Il y a eu aussi un tweet plutôt impeccable de Donald Trump qui a rappelé les liens entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Elle a connu tout simplement 13 présidents, j'ai fait le compte tout à l'heure, 13 présidents américains lors de son couronnement. C'était Dwight David Eisenhower qui était à la Maison-Blanche. Ça fait loin. Ça fait loin, effectivement. Est-ce que Jefferson, la reine d'Angleterre, c'est aussi elle qui a donné sa place au Royaume-Uni dans le monde ? Le Royaume-Uni, l'histoire du Royaume-Uni dépasse finalement quand même, si on remonte vraiment dans le passé, s'impose au destin de la reine d'Angleterre. Maintenant, elle a couronnement en 1953. Elle a connu, Frédéric le rappelait, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Son règne s'achève avec le retour de la guerre en Europe, avec la guerre en Ukraine. Voilà, ça montre les bouleversements qu'elle a pu traverser. Maintenant, elle a contribué au rayonnement. Maintenant, le rayonnement britannique, c'est aussi sa puissance économique, c'est aussi ses relations, ses entreprises, etc. Donc, le Royaume-Uni n'était pas figé dans le destin de la reine. C'était un destin en surplomb qui accompagnait le destin britannique. Mais au fond, elle a su aussi se mettre au diapason de toutes ces évolutions. Elle n'est pas restée seule, enfermée à Buckingham, sans regarder ce qui se passait. On l'a dit tout à l'heure, elle a connu tous les dirigeants politiques de ce monde, mais aussi les artistes, les sportifs, les grandes figures. Donc au fond, elle était totalement en résonance avec
avec l'actualité, avec le monde qui l'entourait. Elle a aussi traversé toutes ces évolutions. Et Frédéric parlait tout à l'heure d'icône de la pop culture. C'était aussi ça. On n'a pas parlé de ses tenues ultra flashy, qui faisaient aussi beaucoup le chapeau, qui faisait aussi beaucoup de commentaires. Mais c'était aussi sa marque de fabrique, cette espèce d'empreinte qu'elle a laissée. Mais après, le Royaume-Uni s'est fait aussi par ces hommes et ces femmes politiques qui ont fait son développement. Oui, on vient de voir une image de la reine avec Mikhaïl Gorbatchev. En moins de 15 jours, 2 géants du XXe siècle s'en sont allés. C'est intéressant de voir, le service minimum, je dirais pas en fait médiatique, mais le fait que la mort de Mikhaïl Gorbatchev, qui a eu un rôle éminent et absolument extraordinaire, a été quand même nettement moins, si je puis dire, développé que cet événement. Ça se comprend très bien, mais il fallait placer. Ça se télescope aussi, et toutes les frasques de la famille royale qui l'entourent, parce que si elle cultivait un certain sens du secret, même un secret absolu pour ses entretiens politiques notamment, autour d'elle, la famille royale a quand même fait les choux gras de toute la presse people, de tous les tabloïds anglais. On pourrait parler du prince Andrew avec ses frasques. On peut parler aussi de la famille royale qui s'est déchirée, Meghan et Harry qui ont renoncé à leurs fonctions. Enfin bref, tout ça alimente la chronique people et vient aussi participer du mythe d'Élisabeth II. Et on va en parler évidemment tout de suite de l'avenir du Royaume-Uni désormais. Et d'abord, qu'est-ce qui va se passer, Quentin, dans ces prochains jours, puisque c'est un protocole très strict qui est enclenché depuis le décès d'Élisabeth II hier. Oui, tout à fait. On sait que ces funérailles, elles sont minutieusement millimétrées, elles sont comme ça préparées depuis des années, même peut-être des décennies. C'est ce qui s'appelle le fameux London Bridge is down, le pont de Londres s'est effondré. C'est un surnom, c'est un stratagème qui a été créé comme ça pour ne pas divulguer en avance lorsque la reine ou le roi était mort, que les opératrices de téléphone ne puissent pas savoir que c'était ça l'info. Il y avait des surnoms qui étaient donnés comme ça à ce protocole. Par exemple, pour George VI, c'était Hyde Park Corner. Donc voilà, c'est tout un stratagème comme ça qui est mis en place. C'est là qu'on voit que ça a été préparé il y a longtemps. Oui, voilà, tout à fait. C'est effectivement dans ces références qu'on voit que c'est très ancien. Et alors, il y a même comme ça une partie du plan qui est spécialement l'opération Licorne, puisque la reine d'Angleterre était en Écosse lors de son décès. Donc il y a plusieurs étapes comme ça pendant les 15 prochains jours. Aujourd'hui, il y a le retour de Charles III et de Camilla qui étaient encore à Balmoral. Ils vont rentrer à Londres. Ensuite, le nouveau roi va rencontrer la nouvelle première ministre Liz Truss, qui avait même rencontré la reine mardi. Le gouvernement devrait confirmer la durée du deuil national, probablement 12 à 13 jours. Le jour des funérailles sera férié et on attend aujourd'hui une intervention télévisée du nouveau roi Charles III. Justement, la journée de demain, elle lui est consacrée beaucoup à lui, puisque, on va avoir un conseil, le groupe des dignitaires, qui va proclamer que Charles est devenu roi. Le Parlement fera également vœu d'allégeance. Ce sera donc demain, le 10 septembre. Dimanche, le cercueil de la reine est transporté au palais d'Holyrood House, la résidence officielle de la monarque en Écosse. Lundi, ça va commencer à s'accélérer. Le roi va quitter Londres pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et le cercueil de la reine va être acheminé. Ce sera à partir de mardi 13 septembre par avion, a priori, nous dit l'AFP, à Londres, puis au palais de Buckingham. Mercredi, il y aura cette procession au centre de Londres pour acheminer le cercueil du palais de Buckingham à Westminster. La reine qui reposera à Westminster Hall pendant 4 ou 5 jours sur un catafalque drapé de pourpre. Le public pourra s'y recueillir 23 heures sur 24. Et là, c'est là qu'on attend des centaines de milliers de personnes. La famille royale qui devrait aussi venir rendre hommage à la monarque. Enfin, c'est lundi 19 septembre, la date probable des funérailles d'État à l'abbaye de Westminster à Londres, avec des dignitaires attendus du monde entier. Oui, merci Quentin. On voit évidemment, c'est un protocole très millimétré. Oui, non, on n'a pas connu, bien sûr, depuis 1953. Et c'est vrai que c'est extrêmement... Je suis surpris de voir... Tout est millimétré, codifié. Le 19 septembre sera peut-être la plus grande réunion diplomatique mondiale de tous les temps, avec la présence, à mon avis, de tous les chefs d'État, de Vladimir Poutine peut-être et de Volodymyr Zelensky en même temps. C'est vrai que tout a été, comme vous l'avez très bien dit Quentin, tout a été préparé, anticipé depuis maintenant des années. Mais on va parler de la suite, mais on va faire un dernier détour par nos rédactions locales. On va aller dans le Loiret, on trouve Alexis Marie. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à la République du Centre. Et justement, puisqu'on a beaucoup parlé dans cette émission de l'attachement de la reine d'Angleterre aux régions françaises, vous allez nous parler de l'attachement de la reine au centre.
Oui, effectivement, à l'échelle du groupe Centre-France, de tous les quotidiens, la décision a été prise effectivement de faire notre une et de consacrer nos 2 premières pages à ce décès qui effectivement dépasse les frontières de l'Angleterre et vient y compris toucher les gens du centre de la France, parce qu'effectivement l'image de la reine dépasse presque l'entendement, je serais tenté de dire, et que son décès a des retentissements, vous venez d'en parler longuement, qui sont presque incroyable pour une monarque, de surcroît par rapport à l'image que nous, on peut renvoyer, notre pays, la France, y compris la région centre. Et puisqu'on va parler de la suite, de ce qui va se passer maintenant, Alexis, vous êtes intéressé aux attentes vis-à-vis du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Effectivement, l'image renvoyée jusqu'à présent par le prince Charles, désormais le roi Charles III, n'a rien à voir pour l'instant, à l'heure où on se parle, à ce que sa mère a pu faire, a pu dire. Et donc, devant lui, il y a plein de défis qui s'annoncent. Et effectivement, je pense que le Royaume-Uni, les habitants l'attendent de pied ferme, mais quelque part aussi les Français attendent de voir de ce nouveau monarque ce qu'il va être en capacité de proposer et de pouvoir presque substitué à sa mère, dont il doit prendre le relais, et la tâche est immense. Merci beaucoup, Alexis Marie. Et on note cette très belle une dans les journaux du groupe Centre-France et à la une de la République du Centre, la peine d'Angleterre. C'est à la une de vos journaux aujourd'hui. Merci, Alexis Marie, d'avoir été avec nous pour nous parler évidemment de la reine d'Angleterre. Alexis le disait, les attentes vis-à-vis de Charles III. Est-ce que Charles III entame son règne comme un roi impopulaire ? Non, a priori, ce qu'on a pu lire, c'est qu'il a pu retisser ce lien, parce qu'en fait, il reste marqué par l'affaire de la mort de Lady Diana dans les conditions que l'on sait. Donc ça, a priori, ça semble avoir été dépassé. Il est quand même ultra préparé. Ça fait des années qu'il est dans l'ombre de sa mère et qu'il se prépare à cet événement-là. Et de son divorce avec Lady Diana avant sa mort, quand elle avait parlé d'un ménage à 3. Exactement. Donc tout ça est venu perturber, on va dire, la trajectoire du futur, ce qui était le futur monarque, maintenant qui est roi d'Angleterre. Maintenant, il y a la situation de Charles III, mais il y a surtout, je pense que l'urgence numéro 1, c'est d'abord la situation économique, la crise économique en Angleterre qui est sévère, qui est majeure. Liz Truss a fait ses premiers pas au 10 Downing Street en annonçant un gel des prix de l'énergie pour 2 ans. Donc voilà, et on sait que les Britanniques sont acculés par des factures énergétiques hors du commun, donc extrêmement lourdes. 80%. Exactement, donc il y a une urgence qui est là. Maintenant, là, on rentre dans une autre dimension, c'est celle plus de représentation, parce qu'au fond, Charles III va devoir trouver sa place, mais c'est quand même un rôle très honorifique, même si on a dit tout à l'heure en début d'émission qu'il y avait ces entretiens hebdomadaires avec le Premier ministre. Mais néanmoins, pour les Britanniques, au-delà de l'émotion, il y a des rendez-vous très importants dans les jours qui viennent pour juguler cette crise. Donc, ils vont avancer sur ces 2 tableaux, le côté émotionnel avec un nouveau roi qui arrive et une urgence quotidienne qui est la crise économique. Oui, une crise économique, une crise sociale. Est-ce qu'il peut aussi y avoir une crise politique ? Dans la même semaine, le Royaume-Uni, qui était habitué à la stabilité, se retrouve avec un nouveau roi, une nouvelle première ministre. Est-ce que ça va être compliqué à gérer ? Personne ne peut le dire, mais c'est vrai que c'est complètement inédit, comme Jefferson l'a très bien dit. Il y a la coïncidence d'un agenda royal. C'est vrai que les premiers pas de George III, connus par tous les Britanniques, mais comme par définition... Charles III, je remonte un peu loin. Charles III... archi connu des Britanniques, qui a effectivement retissé des liens. Il a été très vilipendé après le divorce, après, bien sûr... la mort de Lady Di, mais il a su retisser un lien, cet agenda royal, Charles III, ses premiers pas, et puis cet agenda politique, économique, social, avec une crise inflationniste beaucoup plus forte qu'ici en France, en Grande-Bretagne, une inquiétude très très forte, et puis oui, Boris Johnson est parti. Liz Truss est très peu connue des Britanniques. C'est vrai qu'il y a un climat d'incertitude qui arrive, mais bon, la Grande-Bretagne en a vu d'autres, si je puis dire. Et c'est quand même... Est-ce que c'est aussi les conséquences du Brexit qui commencent à se faire sentir pour les Britanniques ? Déjà, le Brexit a changé la relation qu'avaient les Français vis-à-vis de la Grande-Bretagne. On avait fait une enquête pour Public Sénat, d'ailleurs, et la part des Français qui considéraient la Grande-Bretagne comme un allié sûr avait chuté d'une 30aine de points avant et après le Brexit. Les choses ont peut-être changé, mais très
clairement, on entendait des voix en France dire que le Brexit était une formidable nouvelle économique pour la Grande-Bretagne, que celle-ci se portait nettement mieux sur le plan économique que notre pays. On ne les entend plus, c'est complètement démenti par les faits. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de montée des périls, de choc, de crise protéiforme, économique, peut-être sociale. Politique, il est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que le temps des incertitudes arrive dans ce pays. On pourra peut-être faire juste une remarque, c'est que Liz Truss n'a pas été capable de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. On verra à cet égard comment Charles III, le nouveau monarque, se positionne sur la scène internationale. Il est francophile. Peut-être qu'il est francophile, mais peut-être qu'on verra là l'expression peut-être d'une divergence, ou en tout cas ce sera très intéressant à regarder, parce que Liz Truss est attendue sur ce terrain-là. Et le roi Charles III va falloir s'y faire. Lui aussi aura ce rôle-là, quoi. Et on suivra bien évidemment tout ça avant de se quitter. On va regarder ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux. On en a beaucoup parlé ce matin, mais Quentin, on va voir avec vous d'autres titres, puisque vous avez évidemment épluché la presse. On a entendu des anecdotes avec nos correspondants. Vous en avez d'autres, parce qu'on le disait, évidemment, tous les quotidiens régionaux sont consacrés à Elisabeth II. Voilà, on va commencer par revoir effectivement cette très grande unanimité, le signe du grand retentissement de l'événement, avec de très belles unes publiées ce matin aux quatre coins de la France. L'adieu à la reine, écrit le courrier Picard. Des titres en anglais dans le texte. Reign Forever, écrit la Charente Libre. Encore So Long, au revoir, écrit Le Progrès. Des unes qui sont l'occasion de voir une petite partie de l'immense collection de chapeaux et de toilettes colorées qui faisait aussi partie du personnage. Et la presse quotidienne régionale qui propose également des cahiers spéciaux dans ses pages intérieures. Voilà, je voulais effectivement vous en montrer quelques-uns parce que on les a vus, ils sont très intéressants. Nice Matin qui titre sur la fin d'un monde et qui publie donc dans ses pages intérieures, par exemple l'interview de Stéphane Bern qui explique que la reine a accompagné toutes les évolutions du XXe siècle et qui raconte effectivement des anecdotes dans les départements à Antibes où vit un important contingent de Britanniques. On a senti une émotion particulière hier, raconte Nice Matin. Pour l'une des Anglaises interrogées, la reine représentait l'honnêteté, les bonnes manières so british ou bien la positivité. La Provence, superbe une de la Provence. Oui, avec cette tête couronnée et ces mots, effectivement, Sa Majesté, vous voyez cette une très belle, 4 pages où effectivement, on parle de la reine du siècle, une reine qui a traversé l'histoire. Le journal revient aussi sur la visite de la reine en Provence il y a 50 ans. Du gin tonic avait été servi au déjeuner pour l'apéritif. Raconte aussi ce voyage de 1972 avec tous ces détails. Effectivement, elle avait été acclamée en Avignon. C'est donc à lire dans le journal La Provence. Oui, Paris-Normandie, évidemment, beaucoup de pages à lire ce matin dans Paris-Normandie, qui revient sur les visites de la reine dans la région. Effectivement, elle s'était rendue à Rouen également en 1972. On retient cette double page que je voulais vous montrer quand la reine d'Angleterre débarquait sur nos plages, assez à droite, vous le voyez, puisqu'elle a été présente à plusieurs cérémonies du D-Day, comme en 2004 et en 2014. Alors, quand elle est en toilette bleu clair, c'est en 2004. Quand elle est en vert, c'est en 2014. Mais donc, elle était effectivement très admirative de la Normandie. Elle venait visiter aussi les chevaux en Normandie. Ouais, venez voir les chevaux. Je reconnais là votre amour des tenues graphiques, Quentin. La Dépêche qui titre sur les 70 ans de reine. Oui, effectivement, voilà, là encore, le journal qui revient sur la relation entre la reine et l'Occitanie, que vous avez déjà commencé à évoquer. Alors, j'ai lu effectivement dans la Dépêche une autre anecdote sur ce déplacement en 1992, quand elle visite Bordeaux, puisque de retour d'une visite d'un marché, elle a eu envie d'une baguette de pain. Alors, un passant bordelais a été sollicité par un des gorilles de la reine. Il s'est précipité pour aller acheter le croustillant plaisir, raconte le journal, et le remettre à l'officier. Personne ne m'a remboursé, racontera des années plus tard. Vous pouvez lire tout ça sur sudouest.fr, parce qu'on a retrouvé la personne qui a acheté la baguette de pain qui livre ce témoignage-là. Voilà. Donc allez-y, vous allez sur sudouest.fr, vous aurez toute l'histoire avec les détails, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec croustillant bien entendu. Voilà. Et on découvre le croustillant plaisir du coup. Un dernier mot avec Corse Matin évidemment. Oui, bien sûr, pour vous faire plaisir, Oriane, on termine avec cette superbe une effectivement de Corse Matin, cette une The Queen, effectivement, dans le journal, on peut lire que, elle avait visité la Corse en visite privée. C'était en 1956, mais malgré le fait que c'était une visite privée, le déplacement avait fuité et elle avait été accueillie à Ajaccio sous des poignées de riz et des vivas.
Et voilà, et on regarde la une de Sud-Ouest. Alors, il y a l'anecdote à lire sur sudouest.fr. La une de Sud-Ouest, c'est éternel, Jefferson. 4 pages spéciales à lire dans le journal de ce matin qui reviennent sur le destin hors norme de la reine Elisabeth II et aussi les conséquences et suites avec l'avènement de Charles III. Merci beaucoup, Jefferson Desport, d'avoir été avec nous. Merci, Frédéric Dabi, et à très vite, évidemment, dans cette émission. Merci, Quentin, de m'avoir accompagné pour cette édition spéciale. On voulait, évidemment, vous parler de la reine d'Angleterre un peu différemment à travers nos régions. Vous l'avez vu à travers la presse régionale, cet attachement des régions françaises à la reine d'Angleterre et réciproquement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. On se retrouve lundi. Très bon week-end. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires.